Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau, celui de Face au territoire, avec nos partenaires Ouest France, ouestfrance.fr, Nice Matin, nicematin.com, franceantille.fr et lamontagne.fr, ainsi que 20minutes.fr, qui sont les partenaires donc de Face au territoire. Ce matin, mon invité, c'est le directeur général de l'IFOP, c'est Frédéric Dabi. Bonjour Frédéric Dabi. Bonjour. Avec vous, on va essayer de regarder quel est l'état d'esprit des Français, et puis l'état aussi des sondages, des intentions de vote pour ces élections législatives qui arrivent. Frédéric Dabi, vous avez écrit La Fracture aux éditions Les Arènes avec Stewart Shaw, c'est le livre qu'on voit actuellement sur l'écran. On en reparlera évidemment dans l'émission également. J'ai une question qui me vient à l'esprit tout de suite en vous regardant. 6 mois avant les élections présidentielles, 60% des Français rejetaient Emmanuel Macron. Le deuxième tour a eu lieu il y a quelques jours, dimanche dernier, 60% des Français ont voté pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça montre, cher Cyril, une fois de plus, que la popularité n'est pas le vote. Vous avez raison, Emmanuel Macron a été un président impopulaire, c'est-à-dire il a une majorité de personnes. Mais est-ce que c'est compréhensible, par exemple, par les partenaires de la France ? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne nous regarde pas un peu curieusement ? Mais vous savez, la popularité, dans une période de crise, c'est extrêmement compliqué. Mais je retourne votre remarque qui est complètement juste. 6 mois avant son élection, dans tous les indicateurs IFOP, nous avons 3 indicateurs de popularité. Un avec Paris Match et le plus ancien de la Ve République, avec le journal du dimanche. Il était à 42-43% de personnes satisfaites. C'était nettement plus que tous ses prédécesseurs, sauf les présidents qui étaient en cohabitation. Il a un socle de popularité minoritaire, mais un bloc important. Alors, par le passé, votre remarque était tout à fait pertinente. À l'époque aussi, où il y avait une bipolarisation gauche-droite, un président avec seulement 43% de satisfaits risquait que par automaticité, les Français se tournent vers l'opposition. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2017 ? Il n'y a plus une opposition, mais des oppositions éparpillées. Et il a tiré parti de cette fragmentation du champ politique. 43% de personnes... Il a été bien élu, Emmanuel Macron ? Il a été bien élu. Alors je trouve que, je vais vous parler plus à titre personnel qu'à titre professionnel, c'est un débat qui me gêne terriblement. Nos institutions, la Ve République, la présidentielle, c'est 50% plus une voix. Prenons un exemple historique. En 1974, Giscard d'Estaing est élu de seulement 500 000 ou 600 000 voix. Il se prépare à un septennat très difficile. Georges Marchais et François Mitterrand ne retiennent pas leur coup. Pour autant, jamais ni Georges Marchais, ni François Mitterrand n'attaquent Giscard d'Estaing sur le fait d'un président mal élu, élu de peu. Ce n'est pas ça le combat politique. On a ce poison dans le débat public de remettre en cause la légitimité des élus. On l'a vu en 2012 avec François Hollande. Il a manqué quelques jours à Nicolas Sarkozy pour gagner. On l'a vu en 2017 avec Emmanuel Macron. Et on l'a même vu aux élections municipales où on a délégitimé la victoire de maire élu avec une forte abstention. Alors on va voir si ces élections législatives sont le 3e tour de cette élection présidentielle avec Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, qui est notre invité ce matin dans Face au territoire. Dans un instant, François-Xavier Lefranc, le rédacteur en chef de Ouest France, est avec nous. Bonjour François-Xavier Lefranc. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef du plus grand quotidien francophone du monde, Ouest France, et on va parler des jeunes et du vote. Exactement. Bonjour Frédéric Dabi. Alors Bonjour. les jeunes, vous les avez beaucoup étudiés. Et votre conclusion, ça tient en 2 mots, La Fracture. C'est le titre de votre livre dont on va beaucoup parler dans cette émission. C'est un livre passionnant, je tiens à le lire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on souhaitait vous avoir ce matin. Merci. Cette fracture, elle s'exprime aussi dans le vote. C'est-à-dire que les jeunes votent peu et votent sans doute moins que les autres générations. Ils avaient été 9 sur 10 des 18-24 ans à ne pas voter aux dernières régionales et départementales. Au moment de la présidentielle, est-ce que ça confirme ? Est-ce que la présidentielle confirme cette tendance-là ? Elle est moins, j'ai envie de dire, pire, mais 42% des Français, dans notre sondage IFOP fiducial pour le jour du vote, ne sont pas allés voter de primo-votants, ceux qui votaient pour la première fois à une présidentielle. Et ce n'est pas une fatalité de l'abstention des jeunes. Il y a eu des élections présidentielles où les jeunes, ces primo-votants, ont voté autant, voire même en pourcentage, plus que l'ensemble des Français. Mais des élections spécifiques. L'élection de 81, des élections de rupture, 95, 2007, la dernière élection où toute la France a voté massivement. Là, c'est vrai que 42%, ça conclut un cycle électoral où le vote est de moins en moins naturel pour les jeunes, car de moins en moins, ils croient que le vote, que l'élection peut changer les choses, peut changer leur vie. Ça veut dire qu'on va décider de l'avenir du pays sans eux. C'est ce qui est en train de se mettre en place, ce qui paraît quand même hallucinant. La fracture est là. Malheureusement, on a depuis maintenant 2007, c'est une date assez intéressante. À partir de cette date où c'était une élection incroyable de rupture, de renouvellement, des candidats nouveaux, les Français, je mets de côté les régionales de 2015 post-attentat, ont voté systématiquement moins à l'élection
qu'à l'élection de référence précédente. C'est vrai qu'à peine 58% des jeunes qui votent, c'est du jamais vu sous la Ve République. Avez-vous le sentiment que les responsables politiques ont conscience de ça? Parce qu'ils sont très peu à en parler. Alors, or, quand on regarde quand même ce qu'est notre démocratie, quand on regarde quand même le degré de tension qu'il y a dans le pays, et quand on regarde cette fracture qui ne cesse de s'agrandir, on se dit qu'on est quand même mal parti pour l'avenir. C'est vrai que ça peut être inquiétant. Alors, je nuancerai sur un point. Les jeunes sont dépolitisés, ou dans le sens où, comme le dit très bien François-Xavier, ils votent de moins en moins aux élections. 87% d'abstention aux élections régionales, 42% aux élections, l'élection présidentielle, avec une raison d'abstention qui est très inquiétante. C'est une logique que j'appelle de vanité du vote. Voter, c'est vain. Voter, c'est inutile. Oui, mais dans les manifestations, Frédéric Dabi, on les voit dans la rue. J'allais vous le dire, Cyril. Ils sont peut-être dépolitisés, ils ne sont pas désengagés. Dans l'enquête Nouvelle Vague que j'ai construite pour ce livre, une enquête qui a été faite pour la première fois en 1957 pour Françoise Giroud dans l'Express, on a 3/4 des jeunes qui se disent engagés, notamment sur la question du climat. Donc en clair, la politique les passionne, parce que c'est ça. Le climat est un des sujets qui les mobilise fortement. C'est pas le seul, mais ils estiment que le vote n'est pas le bon levier finalement pour agir. Ça reste un bon levier, mais c'est de moins en moins le levier unique. Il cohabite avec d'autres leviers. Alors selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les jeunes soient beaucoup plus actifs dans le système politique tel qu'il est aujourd'hui, puisque c'est celui qu'on a? Comment faire pour les ramener? Parce qu'on a besoin d'eux, on a besoin de leur énergie, on a besoin de leur contestation, on a besoin de leur vote, on a besoin qu'ils soient entendus, parce que ça ne va pas continuer comme ça longtemps. On se dit quand même que c'est strictement inacceptable en démocratie. Techniquement, on peut faire comment, en fait? Alors, je ne pense pas que ce soit une question de technique. Bien sûr, on a testé, voilà, c'est ça. On a testé des moyens techniques, le vote par Internet, le vote par correspondance, même certains parlent du vote à 16 ans que les jeunes eux-mêmes rejettent majoritairement. C'est moins une question technique qu'une question de sens. Retrouver le sens, la signification du vote. 2007, ce n'est pas il y a si longtemps que ça. 2012, des jeunes avaient voté après. Mais c'est quoi? C'est l'instruction civique qui manque à l'école? C'est peut-être ça, mais c'est l'idée, leur faire comprendre que voter pour des élus, réinstaurer ce contrat de confiance entre la délégation du vote et le résultat a un sens. Et c'est vrai que la crise que nous traversons, qui ne touche pas que la jeunesse, il y a quand même une abstention plus forte que par le passé. On a quand même eu 28% d'abstention au second tour de la présidentielle, même s'il y avait des raisons politiques liées au vote Mélenchon, etc. C'est cette logique, ce relativisme, cet aquabonisme sur le vote. Et la crise que nous connaissons est une crise du résultat. Avec François-Xavier Lefranc, je voudrais qu'on regarde juste les tableaux sur l'abstention que vous a fourni l'IFOP et que vous interrogiez Frédéric Dabi là-dessus. C'est déterminant de l'abstention, vous appelez ça, hein? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui explique que je ne suis pas allé voter le dimanche 24 avril? On les voit là, pendant que vous parlez. Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve cette logique qui était très forte au premier tour de vanité du vote. Voter ne changera pas ma vie. Voter ne changera pas la situation du pays. Là, pour le second tour, il y a eu une raison spécifique aussi. C'était l'affiche Macron-Le Pen qui a rebuté beaucoup de Français, qui les renvoyait dos à dos. On se souvient de l'abstention record de 69, le blanc bonnet et bonnet blanc entre Georges Pompidou et Alain Poher. Qu'en est-il dans l'Union européenne? Est-ce que c'est une spécificité française, ou est-ce qu'ailleurs, dans l'Union européenne, dans les autres pays, on retrouve ce taux d'abstention chez les jeunes? Malheureusement, on le retrouve un peu partout. Parce que chez les jeunes, il y a une belle enquête européenne qui a été faite il n'y a pas très longtemps par la Fondapol de Dominique Régnier. On a ces jeunes qui se disent faire avancer les choses, c'est moins à titre collectif qu'à titre individuel. Qui mieux que moi peut faire avancer la cause du climat par mes gestes individuels, par ma participation à des mouvements, que ce vote où on voit une certaine procrastination que les jeunes, notamment sur le climat, ne supportent plus. C'est-à-dire, ils nous disent, il y a des COP 21, 22, 23, 24, et les choses sur le climat n'avancent pas. Il y a cette éco-anxiété qui structure beaucoup le vote des jeunes. Cette enquête auprès, je crois, de 10 000 jeunes, c'était un panel extrêmement important, elle disait aussi que ces générations sont extrêmement angoissées. Oui. C'était même le mot angoisse, revenait souvent. Est-ce que c'est ça qui explique, à votre avis? C'est vrai que la jeunesse en France a connu quand même des fractures, des chocs. Le choc terroriste, le choc climatique, le choc du Covid. Dans le bouquin, j'en parle énormément. Et là, le choc de la guerre qui les inquiète énormément. C'est cette angoisse peut-être qui les paralyse et leur fait croire de moins en moins à la capacité du vote à changer les choses. Frédéric Dabi, François-Xavier Lefranc, rédacteur en chef de Ouest France, le journal aux 630 cartes de presse, a refusé
disait que c'était une volonté de lui-même et de sa rédaction de publier avant les élections présidentielles les intentions de vote. C'était pas très bon pour vous les sondeurs. Vous avez pris comment ce que Ouest France a fait? Alors déjà, l'IFOP a la chance depuis une trentaine d'années de travailler avec Ouest France sur des sujets de société, sur des sondages de référence. Et c'est un choix que je respecte, mais je trouve qu'il y a une pédagogie à faire des intentions de vote. Et malheureusement, c'est fait dans la presse, mais pas assez de manière approfondie. Je précise que ce que nous avons mis en cause, ce n'est pas le travail des sondeurs, c'est plutôt le travail des médias. L'utilisation. Et cette utilisation en boucle, en permanence, des intentions de vote qui ont une influence sur le vote, parce que s'il y a eu un vote utile en faveur de Macron, de Le Pen et de Mélenchon, c'est bien parce que les intentions de vote répétées en boucle disaient quel était le vote utile et quel était le vote, entre parenthèses, inutile. Et bien justement, ce qui est quand même embêtant dans une démocratie qu'on en arrive à penser qu'un vote puisse être inutile. On va écouter François-Xavier Lefranc, donc Chonu, qui est un dessinateur bien sûr très connu et collaborateur de Ouest France, qui a une question à poser à Frédéric Dabi. On l'écoute, on le regarde. Bonjour, quelle histoire! Premier président de la Ve République à être réélu sans période de cohabitation, Emmanuel Macron, dès le soir de sa victoire, est parti s'isoler à Versailles, tout un symbole, pour éclairer sa lanterne. Bon, il faut dire que les enjeux sont de taille. Le choix du Premier ministre, homme ou femme, les élections législatives, la guerre en Ukraine, la liste est longue. Dès la proclamation des résultats, eh bien, les oppositions veulent imposer au président de la République une cohabitation avec Jean-Luc Mélenchon qui rêve d'avoir la peau de la Ve République à défaut d'avoir la tête d'Emmanuel Macron. Alors la question que je pose est d'ordre médical. Pour soigner les maux de notre République, ne faut-il pas instituer dès maintenant une dose de proportionnelle pour que l'Assemblée nationale soit plus représentative du nouveau paysage de la vie politique française? Ah, alors oui, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Oui, la proportionnelle peut être un levier important pour résoudre cette fracturation. Le problème de l'abstention législative, c'est que les Français ne voient plus l'autonomie de ce scrutin indexé sur la présidentielle. Donc la proportionnelle, ça permettrait, notamment aux jeunes, de constater que leur vote est vraiment pris en compte. Oui, bien sûr. Quand on voit que Marine Le Pen, en 2017, fait 34% et a 7 députés, si le même schéma se met en place, il y aura un vrai problème démocratique. À la une de Ouest France, François-Xavier Lefranc, le rédacteur en chef. Alors, beaucoup d'employeurs recherchent des salariés. C'est le cas notamment dans la restauration. 270 000 saisonniers. Saisonniers sont attendus impatiemment dans la restauration. Voilà, donc on a fait une enquête sur ce sujet et on évoque également l'escalade militaire aux frontières de l'Europe. Parce que tout ce que l'on se dit, ça se fait dans un contexte quand même extrêmement dangereux. Il faut le rappeler. François-Xavier Lefranc, rédacteur en chef de Ouest France et partenaire coproducteur de cette émission. Merci. Dans un instant, Denis Caro, Denis ce matin sur ce plateau. Bonjour Denis Caro, merci d'être avec nous. Nous recevons ce matin Frédéric Dabi, le directeur général de l'IFOP, qui s'occupe aussi du pôle opinion à l'intérieur de cette maison. L'IFOP, pour les téléspectateurs, c'est le grand sondeur français. Et le plus ancien. Nous allons démarrer tout de suite avec un petit passage du côté des Antilles, de Fort-de-France, où Cyril Boutier, notre partenaire, qui est le directeur éditorial de France Antilles, a une question à vous poser. On l'écoute. Bonjour Frédéric Dabi. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, les électeurs ont voté à plus de 60%, voire 70% en Guadeloupe, pour la candidate Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Un vote de contestation massif qui imposera désormais au président de la République réélu de devoir, entre guillemets, parler différemment à ces territoires. Comment peut-il envisager de le faire ? Et comment les élus de ces territoires peuvent-ils aussi envisager de parler différemment à leurs électeurs ? C'est vrai qu'il y a une spécificité incroyable. En 2017, Emmanuel Macron a 75% dans ses territoires. Il se fait écraser par Marine Le Pen. On a très bien vu que le vote de colère de Jean-Luc Mélenchon est passé très naturellement, à la différence de la métropole, vers Marine Le Pen. Ça ne sera pas anodin pour ce quinquennat dans ces territoires. Denis Caro, un pays face à ses divisions. Frédéric Dabi, on a le sentiment à la lumière du résultat de cette élection qu'on a deux France qui cohabitent. Une France contestataire, plutôt populaire, qui a voté Marine Le Pen au second tour et qui avait voté aussi pour Jean-Luc Mélenchon, et une France plus privilégiée, une France de cadres, de retraités, pour qui Emmanuel Macron était un choix rassurant. Est-ce que c'est caricatural de considérer que le pays est coupé en deux ?
Il est effectivement coupé en deux sur ce premier tour, voire en trois. Qu'en deux, j'allais dire. Il y a eu au premier tour 3 blocs, mais c'est vrai que sur ce second tour, c'est le second tour qui intéresse. Rarement on a eu une telle fracturation électorale. Par le passé, on avait des ouvriers qui votaient à droite, on avait des cadres supérieurs ou des personnes très fortunées, on l'a vu en 81, 88, qui votaient à gauche. Là, c'est vrai que sur le diplôme, sur le niveau de vie, sur la distance au centre-ville, il y a un vrai clivage. Alors, contrairement à certaines caricature sur les réseaux sociaux, c'est pas tous les électorats, mais c'est vrai que les 65 ans et plus ont voté à 3/4 pour Emmanuel Macron, les ouvriers à 3/4 pour Marine Le Pen. De ce point de vue-là, on a des choix extrêmement déterminés et des deux électorats antagonistes, superposables, sauf sur un point, le salariat. Ça sera peut-être la bataille de ce quinquennat, séduire les salariés français. Marine Le Pen progresse de 8 points par rapport à 2017. On a vu le score de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il y a de la part d'une partie des Français la volonté de renverser la table ? On l'a vu. Est-ce que élire Marine Le Pen, c'est renverser la table ? Oui. C'est de moins en moins vu comme un saut dans l'inconnu, mais ça reste compliqué pour beaucoup de Français. C'est ce qui explique cette dimension, non pas de plafond de verre, c'est un terme approprié, mais de mur qui l'empêche de basculer vers un 45 à 47%, le vote âgé, le vote d'une France diplômée et le vote d'une France, comme vous le dites, qui va bien. On a vu les différences très nettes entre le vote des villes, des grandes villes, favorables très largement à Emmanuel Macron, et le vote des campagnes. 57% des communes de moins de 1000 habitants ont voté pour Marine Le Pen. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oublions même les sondages. Marine Le Pen arrive en tête dans 18 000 communes, dans 23 départements. C'est que dans ces territoires... Alors, il ne faut pas globaliser les campagnes. Il y a une ruralité heureuse, il y a une ruralité qui a connu un véritable dynamisme post-Covid, notamment en termes d'attractivité. Mais dans beaucoup de campagnes, il y a ce sentiment d'abandon, ce sentiment de relégation. Et le signe pour ces Français, c'est le démantèlement, l'absence des services publics. C'est les services publics, c'est les déserts médicaux. Exactement. C'est le médecin qu'on trouve pas. N'oublions pas la pharmacie qui est plus là. Pour nos téléspectateurs, la santé en France est devenue la première préoccupation des Français depuis septembre 2019. Avant la crise Covid, déjà, il y avait l'inquiétude sur l'hôpital public. Et il y a cette question d'accès aux soins. C'est l'attente de 6 mois pour avoir un scanner. Exactement, c'est l'accès aux soins, la renonciation aux soins. Et ça touche également les métropoles. Trouver des rendez-vous chez des spécialistes du jour au lendemain, c'est terminé. Et encore plus fortement dans ces communes rurales où on se sent relégué. Et le fait que les métropoles grossissent, qu'elles aient aussi une puissance administrative aujourd'hui plus forte, est-ce que ça accentue ce phénomène ? Ça l'accentue, même si le Covid a un peu rééquilibré les choses. On a observé un phénomène de démétropolisation. Les Français ont quitté quand même beaucoup de métropoles. Démographiquement, il y a eu un petit effet. Par goût, et vers les villes moyennes, vers les villes où le choix d'un pavillon est plus facile que dans une métropole. Il y a peut-être un rééquilibrage qui a aussi profité aux communes rurales, mais à des communes rurales. Il y a une France rurale, une diagonale du vide qui reste encore très fragilisée. Et qui vote Le Pen. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut d'une certaine manière rééquilibrer entre les grandes villes et les plus petites communes ? Vous parliez de ce rééquilibrage pendant la crise sanitaire. Est-ce qu'il a les moyens d'aller plus loin ? Alors, c'est vrai que ça n'a pas été quelque chose qui a été réussi lors du premier quinquennat. Il s'est mis à dos beaucoup d'associations d'élus. Les corps intermédiaires. Les corps intermédiaires. Il y a le programme Cœur de Ville qui a donné des premiers bons résultats. Pour autant, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Les Français attendent des résultats concrets. Ce type de rééquilibrage se voit difficilement. Pourquoi ça ne se voit pas ? Parce que les Français ne le vivent pas concrètement. C'est des portions du territoire. Ça va beaucoup mieux du côté de la fibre, du côté de l'accès à Internet. Il y a de nouveau des lignes SNCF. Les déserts numériques n'existent plus en France ? Ils se sont beaucoup réduits. On le voit même nous dans nos enquêtes, dans notre capacité à toucher dans des enquêtes en ligne des territoires qui ne répondaient plus. Ouais. Emmanuel Macron a expliqué dimanche qu'il n'était plus le candidat d'un camp, mais le président de tous. Qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui pour réparer, pour réconcilier les Français ? Très vite. Oui, vous avez raison. D'une part, ce type de phrase est quand même une antienne traditionnelle après une réélection. C'est un défi pour lui. N'oublions pas que les traits d'image qui lui allaient le moins, qui lui étaient le moins associés pendant la campagne présidentielle et pendant tout son mandat, c'est la connaissance de la vie des Français et sa capacité à rassembler. Il a un vrai atout là-dessus. Et quand on voit les
on en parlait, des critiques sur la légitimité de son élection. De ce point de vue-là, le climat n'est pas un climat propice à ce type de rassemblement. La une de Nice Matin, Denis Caro, vous êtes le directeur de la rédaction du groupe Nice Matin. La une de Nice Matin, leur nouvelle vie de prof, tous ces salariés du privé qui quittent leur emploi pour se lancer dans l'enseignement, ils sont de plus en plus nombreux. Et puis il y a une petite une du MAG sur Cyril Lignac aussi, un petit peu d'art de vivre. Oui, Cyril Lignac qui s'installe à Saint-Tropez. Ah, voilà. Bon. Vous y allez y aller? On va y aller. Tester. Merci. Denis Caro, directeur de la rédaction du groupe Nice Matin, c'est-à-dire Var Matin et Monaco Matin, bien sûr. Merci Denis Caro, coproducteur de cette émission. Dans un instant, Armelle Le Goff, de 20 minutes sur ce plateau. Voilà, Armelle Le Goff, bonjour, merci d'être avec nous Armelle Le Goff. Vous êtes la directrice de la rédaction de 20 minutes. Je rappelle que c'est un partenariat entre Ouest France et La Voix du Nord. Merci d'être avec nous. Vous êtes également partenaire de cette émission. Dans un instant, on en vient à vous, mais tout de suite, on part retrouver François Chétaille, qui est notre partenaire du groupe Centre-France. La Montagne, il représente le journal Le Pays, un des journaux de ce groupe. Depuis Roanne, il a une question à poser à Frédéric Dabi. On l'écoute. Dabi, bonjour. On a tendance à considérer que les jeunes votent plus à gauche que leurs aînés, qu'ils sont aussi plus concernés par les questions écologiques. On remarque toutefois que parmi l'électorat Rassemblement National, les moins de 35 ans sont assez nombreux. Et on sait également que l'abstention est très forte parmi la jeunesse. Lors des dernières élections régionales, 87% des 18-24 ans ne s'étaient pas rendus aux urnes. Alors ma question est simple. Existe-t-il vraiment un vote des jeunes ? Pour le dire différemment, existe-t-il un vote par classe d'âge concernant la jeunesse ? Je vais être rapide. Pour le Rassemblement national et pour toutes les forces, il n'y a pas une jeunesse, il y a plusieurs jeunesses. Marine Le Pen a fait un score plutôt faible chez les primo-votants dont on parlait tout à l'heure, les moins de 24 ans. Par contre, chez les 25-30, les 25-34, la génération de l'insertion, celle qui peine à entrer sur le marché du travail, qui a du mal à, comme qui dit l'autre, c'est pas la Startup Nation, traverser la rue. Là, Marine Le Pen est arrivée à quasi égalité avec Jean-Luc Mélenchon. Il y a un vote Le Pen jeune, et ce qui est très intéressant par rapport au vote RN du passé, c'est que c'est un vote d'adhésion, pas un vote de contestation. Mais c'est un peu normal, non? C'est un pays multiple. Mais il y a plusieurs jeunesses, non? Plusieurs jeunesses, mais par le passé, Cyril, il y avait un vote jeune spécifique. Les jeunes votaient pour des candidats qui n'accédaient pas au second tour. Ils avaient voté Marchais en 81, Besançon et Mamère en 2002. Là, les jeunes votent quand même globalement comme l'ensemble des Français, même s'il y a eu un survote très spectaculaire pour le candidat Mélenchon avec 2 niveaux. Il parlait du climat plus que Yannick Jadot, et surtout, c'était un vote utile pour éviter Marine Le Pen au second tour. Armelle Le Goff. Oui, on va essayer de se projeter sur la composition politique qui va se jouer du coup après cette élection présidentielle. D'après vous, à quoi faut-il s'attendre pour les élections législatives à venir? Alors, c'est simple. Depuis l'inversion du calendrier électoral et législatif placé après la présidentielle, celles-ci ont perdu toute leur autonomie. Les législatives ne font que confirmer la présidentielle. On l'a vu en 2002, en 2007, en 2012. En 2017, il y a une sorte d'effet de souffle et surtout un différentiel de mobilisation. Les électeurs d'Emmanuel Macron confirment leur vote de premier tour. Ceux des oppositions défaites ont du mal à se mobiliser. Là où il y a un petit changement, un grand changement, c'est que la campagne législative a commencé dès le soir du premier tour pour Jean-Luc Mélenchon, dès dimanche pour Marine Le Pen, et il y a une volonté de mobiliser ces électorats, peut-être mécontentes de l'affiche du second tour et de la réélection d'Emmanuel Macron, pour lui imposer une cohabitation. Les Français y croient, même si l'histoire électorale montre que ça relève pour l'instant Mélenchon, Premier ministre. du vœu pieux. Oui. C'est du marketing politique formidable. Alors, ça n'a absolument aucun sens, mais du point de vue Marketing du coup politique, du marketing politique, c'est très bien joué. Est-ce que vous pensez qu'une mesure annoncée pendant la campagne sur les retraites, le départ à 65 ans, peut mobiliser les oppositions pour ces législatives? Oh que oui. Pourquoi c'est un sujet aussi épidermique pour les Parce Français? que pour une majorité de Français, la retraite, c'est un acquis social. Quand on fait une enquête en 2021 pour les 40 ans de l'élection de François Mitterrand pour la Fondation Jean Jaurès, la première chose qui reste des mandats Mitterrand, ce n'est pas la peine de mort comme en 2011 pour une enquête faite pour le JDD sur les 30 ans, c'est la retraite à 60 ans. C'est un acquis social et les Français ont le sentiment, s'inscrivent dans une logique de der des der. À chaque réforme des retraites, on leur dit allez, c'est la dernière fois pour sauver le système et la réforme revient. Donc quand Macron parle de Gaulois réfractaires sur les acquis sociaux,
De ce point de vue-là, oui, mais ça peut être, comme vous dites, un élément de mobilisation. Rappelez-vous, en 2007, comme la TVA sociale avait fait mal à Sarkozy entre les deux tours des législatives, en gros, 50 députés de plus de gauche. Et quand Bruno Le Maire dit, sur une radio du service public, qu'on va passer avec le 49.3, il fait une gaffe ou pas? Non, il n'a pas dit, parce qu'ils ont rectifié après. Il n'a pas dit comme ça. Ce qui a été retenu, c'est ça. C'est une gaffe ou pas? Ça peut être vu comme une gaffe dans la mesure où ça réactive une méthode autoritaire, brutale des réformes précédentes. Sur un sujet extrêmement brûlant, épidermique. Vous évoquez l'hypothèse d'une cohabitation. Pourquoi c'est un mode de gouvernement que les Français affectionnent finalement? Ils l'ont aimé parce que c'est un mode de cohabitation, une mode de gouvernement, je dirais, pré-macronien. On prend le meilleur de la gauche qui est au gouvernement, le meilleur de la droite qui préside, 97-2002. Pour autant... C'est quoi? C'est de la fausse union nationale? Exactement. Puisqu'on ne peut pas faire de coalition compte tenu de notre mode de scrutin, c'est quelque chose dans l'imaginaire des Français qui peut séduire. Maintenant, je pense qu'on est très très loin d'une cohabitation. Je ne vois pas comment l'effet de souffle présidentiel, la mobilisation des... Même 2 mois après. 7 semaines après. Effectivement, c'est un élément de nuance. Pour autant, ce qui est très difficile, c'est la mobilisation des Français. En 2017, on était passé du premier tour de la présidentielle, 77% de participation, au premier tour des législatives, à 49%. 28 points de moins. Donc l'effet de souffle, ça marche toujours a priori, d'après vous? Ça a toujours marché, mais ne prenons pas que les modèles du passé. Le contexte est spécifique, c'est le 2e mandat d'Emmanuel Macron. On se souvient qu'en 88, François Mitterrand avait eu une majorité relative d'un cheveu. Il peut peut-être y avoir, puis une campagne, comme vous le dites Cyril, plus longue que prévu, puisque l'élection a lieu dans 7 semaines, peut-être, avec en plus un carburant électoral, la réforme des retraites, qui pourrait stimuler les oppositions. C'est aussi le souci. Oui. On n'est plus sur une opposition, mais des oppositions éparpillées. L'offre Le Pen, l'offre Mélenchon. Exactement, l'offre de gauche. Vous parliez des législatives qui interviennent après l'élection présidentielle. À Pau, le 18 mars, Emmanuel Macron a parlé de remettre en place de la proportionnelle éventuellement et de repasser au septennat. Est-ce que vous pensez que finalement ces modifications du rythme électoral pourraient redonner du souffle à la démocratie? J'ai envie de dire, on parlait déjà de la proportionnelle en 2017 pour le mandat, ça ne s'est pas fait. Je pense que c'est des choses qui peuvent être intéressantes, mais les Français se placent moins sur ces logiques institutionnelles que des logiques de résultats et qui les concernent directement. En tout cas, la proportionnelle pourrait vraiment avoir un effet, on en parlait juste avant avec Denis Caro, de limiter ses critiques sur une assemblée qui ne ressemble pas, non pas sociologiquement aux Français, mais à leur vote. Emmanuel Macron a déclaré vouloir nommer un Premier ministre attaché à la question sociale, à la question écologique, à la question productive. Qui, Frédéric Dabi? Voilà. Et est-ce que c'est une fiche de poste en adéquation avec les attentes des Français? Clairement, oui. Il y a une urgence climatique, environnementale, même si pendant la campagne, on en a peu parlé, parce que cette campagne a été écrasée par le pouvoir d'achat, la vie chère, l'inflation, la relégation etc. Sincèrement, je ne me livrerai pas au jeu du pronostic. Ah zut, alors j'allais vous dire. Et alors une femme, vous pensez que ce serait une bonne idée ou pas? Une enquête IFOP JDD de ce matin montre que 3/4 des Français souhaitent qu'une femme soit nommée 30 ans après Edith Cresson. Vous n'êtes pas sur LCI, vous n'êtes pas sur TF1. On est entre nous, mais n'oublions pas qu'en 2017, des dizaines de noms avaient été donnés, été livrés en pâture, sauf un. Christine Lagarde, c'est celui d'Édouard Philippe. Oui, Christine Lagarde, Elisabeth Borne, Barbara Pompili, on parle même de Nathalie Kosciusko-Morizet qui reviendrait de sa retraite américaine. Je n'en ai absolument aucune idée, c'est pas mon rôle. En tout cas, quand même, les Français, malgré tout, sont moins sur une logique de casting que sur une logique de résultat. Ils peuvent aussi apprécier la philosophie d'un gouvernement. Ils avaient beaucoup apprécié la logique de 2017 qui était on met une sportive au sport, un médecin à la santé, ou une DRH à l'emploi, des experts. Ils ont un peu déchanté, mais c'était une philosophie qui plaisait. Oui, la société civile qui investit le pouvoir, le champ du pouvoir. On voit aussi que des ambitions se déclarent pour 2027, enfin la prochaine élection présidentielle. Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que du coup, en plus, avec des partis qui sont quand même qui ont montré qu'ils ne fédéraient plus beaucoup lors de cette élection, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu quand même à préparer? Oui, je pense que se projeter aujourd'hui sur 2027 n'intéresse absolument pas les Français. C'est vrai que depuis 20h02 dimanche, on a basculé sur l'après-Macron. Ce n'est pas le calendrier des Français. Qu'est-ce qui se passe entre Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, et le Président de la République? Ça a l'air de se passer mal, y compris les négociations concernant les... Oui, sur Horizon, on a vu des tiraillements quand Horizon a voulu intégrer Agir. En tout cas, Édouard Philippe garde une popularité étincelante quand on a interrogé... Est-ce qu'Emmanuel Macron, en gros, peut s'en passer?
Je n'ai pas la réponse à votre question. On se souvient du précédent, Pompidou-De Gaulle en 68-69. Il vaut mieux peut-être avoir Édouard Philippe au gouvernement qu'un électron libre à l'extérieur. Au gouvernement. Mais un ancien Premier ministre, si rapidement revient au gouvernement. Vous savez, on a eu Alain Juppé qui a été au Quai d'Orsay, Jean-Marc Ayrault qui a été également au Quai d'Orsay. Ce ne sera pas pour n'importe quel poste. La une de 20 minutes de lundi, d'ailleurs, c'était le lendemain du deuxième tour. Très belle une, Armelle. Voilà, nous sommes en vacances à 20 minutes sur le print, pas sur les supports digitaux qui continuent à fonctionner 7 jours sur 7, 24-24. Mais là, c'est la une du coup de lundi et ça marche encore, visiblement, pour Emmanuel Macron. Ouais. Merci, Armelle Le Goff, directrice de la rédaction de 20 minutes, partenaire de cette émission. Dans un instant, Mohamed Kassi nous rejoint de TV5 Monde. Voilà, bonjour Mohamed Kassi, vous êtes journaliste, présentateur de cette chaîne très connue. Vous animez le 64 minutes sur TV5 Monde notamment. Et nous allons parler avec vous des questions internationales, avec pour commencer évidemment l'Ukraine. Eh oui, bien sûr. Bonjour Frédéric Dabi. Bonjour. Alors, le poids de la guerre en Ukraine sur la vie politique française, mais d'abord quand même le vote des Français de l'étranger qui nous regardent et qui regardent face au territoire. Ils ont plébiscité Emmanuel Macron, 86%, un peu plus, contre 13%, un peu plus pour Marine Le Pen. C'était 92%. Je vais vous le dire, c'était il y a 5 ans. De 2017. Voilà. C'est quand même un rapport de force extrêmement proche. Ouais. Alors là, il n'y a pas de fracture. Comment expliquez-vous cette tendance ? C'est un vote légitimiste. C'est un vote aussi qui met en relief l'appréciation des réformes économiques d'Emmanuel Macron. C'est ce vote de ce que j'avais appelé la Sainte Alliance de sympathisants LR et LREM qui, tout au long du quinquennat, ont soutenu l'action économique d'Emmanuel Macron. Et dans la sociologie des Français de l'étranger, on retrouve une sociologie proche de cette France-là. Une petite différence, Marine Le Pen est arrivée en tête en Russie. Il y a 5 ans, elle est arrivée en tête en Syrie. Ça veut dire que les Français qui votent et qui sont établis hors de France, ils tiennent compte, ils s'inscrivent dans un contexte politique international et local. Tout à fait. Éric Zemmour est arrivé en tête, je crois, en Israël. Au premier tour. Au premier tour. Pas au deuxième. Au second tour, ça a été très net pour Emmanuel Macron, je crois. Oui, il y a une prise en compte du contexte. Alors, je n'ai pas le corps électoral en tête, mais c'est vrai que ce n'est pas anodin. En tout cas, on voit très bien. C'est souvent un vote légitimiste. Les Français de l'étranger, ils avaient voté fortement pour le président sortant. C'est pas forcément des gens ultra aisés pour le coup. Pas toujours. Non, il ne faut pas avoir et aux l'image législatives, on attend le même type d'intention de vote. Il y a 11 députés, les Français de l'étranger. Sur 577. Et des postes, Mohamed, extrêmement réclamés. C'est vrai. Bagarre. On voyage beaucoup, on va dire. On dit que Manuel Valls voudrait être Manuel Valls, mais à chaque élection, c'est depuis 2012 ou 2017 que je crois qu'il y a ces Français. C'est 11 circonscriptions où il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a beaucoup plus de circonscriptions par le passé. Ça prend en compte la part de Français de l'étranger qui croient régulièrement. Et effectivement, c'est souvent une valse c'est un rôle d'ambition et d'intention. C'est un rôle important parce que quand on est député français de l'étranger en Afrique de l'Ouest ou notamment pour la région Maghreb, avec la question du Sahel, avec les relations notamment sur la question migratoire, ça a son importance. Vous avez d'autant plus raison que s'il y a un mouvement de fond que je vois dans nos enquêtes d'opinion depuis une dizaine d'années, c'est l'intérêt croissant des Français pour les questions internationales. L'époque où c'était cantonné à des Français... Vous voulez dire que ça peut jouer dans une élection maintenant, alors que ça n'était pas le cas. On a quand même vu l'Ukraine au premier tour, qui a gelé, qui a anesthésié la campagne, parce que de plus en plus, les Français ont le sentiment que ce qui peut se passer au bout du monde ou au cœur de l'Europe a des conséquences concrètes sur leur vie. Ce qui est sur vrai. l'Ukraine, c'est complètement vrai, par exemple. Vous avez parlé du choc de la guerre en Ukraine. C'est vrai que l'invasion russe, elle a impacté la campagne électorale, mais sur l'issue du scrutin même, est-ce qu'Emmanuel Macron a bénéficié de sa stature internationale, notamment... D'ailleurs, Marine Le Pen, dans le débat de l'entre-deux tours, a commencé par plutôt dire du bien de sa campagne, enfin en tout cas de sa politique étrangère. Tout à fait. Il y a toujours un effet drapeau pour le président de la République. Il y a une crise internationale. Il y a toujours un crédit sur ses adversaires dans une campagne électorale. Je rappelle qu'en 2012, quand on travaillait sur le match de crédibilité Hollande-Sarkozy, le président Hollande, le candidat Hollande l'emportait très largement, sauf sur les dimensions internationales. Et c'est vrai que Emmanuel Macron a bénéficié d'une logique... Concrètement, combien ? Est-ce que ça fait basculer le scrutin je pense, quand dans les derniers jours de la campagne, on est passé à une Valérie Pécresse qui séduisait 40% de l'électorat Fillon avec 8% pour finir à 20%. On a eu un électorat de droite âgé qui était dans la logique on ne change pas de capitaine au milieu de la campagne. Ça lui a fortement bénéficié. Et Éric Zemmour, est-ce que les sondeurs se sont trompés ? Est-ce qu'il était surcoté ou est-ce que effectivement les propos qu'il a tenus sur Vladimir Poutine lui ont fait du tort ? La dernière enquête de l'IFOP le met à 8,5, il fait 7. Je pense qu'il y a vraiment eu pour lui un avant et un après. Il est très silencieux en ce moment.
j'ai pas la réponse, très sincèrement, mais... Hier, il a dit hier qu'il ne présentait pas de candidat il y a eu contre Dupont-Aignan, contre Marine Le Pen et contre Éric Ciotti. Même pour je vais lui-même, répondre à il votre... n'arrive pas à matérialiser une candidature quelque part. Je vais répondre à votre question précédente qui est très importante. Qu'est-ce qui explique son effondrement? Je pense qu'il était à 16 ennemis avant la guerre en Ukraine. Il perd très fortement du terrain. Il a perdu son atout majeur qui était Cassandre. Éric Zemmour, c'est celui qui dit des vérités, qui annonce des choses. Et là, sur l'Ukraine, il s'est trompé. Et il a été en dissonance avec tout l'électorat sur son refus d'accueillir des réfugiés ukrainiens. Par rapport à ce que dit Mohamed Kassi, est-ce que Vladimir Poutine avait un candidat à cette élection? Ou une candidate? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Alors, il y a eu cette passe d'armes pendant le débat d'entre-deux tours avec Emmanuel Macron qui a clairement pris le point de ce point de vue-là. D'ailleurs, Marine Le Pen, qui restait sur une logique d'être très calme sur la forme pour oublier, elle avait deux adversaires, Marine Le Pen, lors du débat. La Marine Le Pen de 2017, très agitée et très peu experte, et Emmanuel Macron. Elle a, à mon avis, sacrifié une bataille, une réponse agressive pour garder ce calme et cette maîtrise. Vous disiez tout à l'heure que les Français étaient intéressés par la politique étrangère. On parlait notamment de la jeunesse. Est-ce que vous retrouvez cette fracture dans la jeunesse française sur les questions internationales, notamment sur ce conflit russo-ukrainien? Alors, très clairement, dans la jeunesse française, l'inquiétude sur ce conflit est plus forte que la moyenne des Français. L'agresseur est très clairement désigné, c'est Vladimir Poutine. Et cette jeunesse française est inquiète parce que la guerre en Europe, elle ne connaît pas. Et cette affaire ukrainienne constitue un choc supplémentaire après tous les chocs qu'elle a encaissés depuis des années, le choc terroriste, le choc climatique. Et la différence, les jeunesses passées ont connu des crises, des chocs, mais il y avait toujours une croyance que le politique pouvait résoudre ces conflits. Ouais, et même sur l'Ukraine, il y a un doute. Moi, je voulais savoir, est-ce que ce troisième tour de la présidentielle qu'on annonce sera un troisième tour difficile, conflictuel? Est-ce que vous voyez naître, comme en fin de campagne présidentielle, ces agressivités réciproques ou pas? On a vu hier qu'un accord se dessine entre les Insoumis et le Parti Socialiste. Oui, ça c'est très intéressant. Alors qu'on disait que le Parti Socialiste allait être totalement aspiré par les Insoumis. Est-ce que ça va être paisible ou est-ce que ça va... Alors, il y a deux choses différentes. Les tensions, l'agressivité, le porte-voix parfois un peu malfaisant des réseaux sociaux n'arrange pas les choses. Maintenant... surtout qu'il y a Elon Musk maintenant. Ça. La gauche qui était incapable de s'unir à l'élection présidentielle semble dans des meilleures dispositions pour les élections législatives. Mais comme je le disais, son enjeu à elle, la gauche, au RN, à toutes les oppositions d'Emmanuel Macron, c'est la mobilisation de leur électorat. C'est la chose la plus importante. L'affiche Premier ministre de Jean-Luc Mélenchon, là je sors un petit peu du cadre. Oui, vous en avez parlé. C'est risqué ou pas comme choix? Non, c'est un bon coup politique, mais ça n'a absolument aucun sens institutionnel. Est-ce que les Français aiment les joutes à l'Assemblée nationale, type ce qui se passe toutes les semaines à Londres, quand le Premier ministre vient devant le Parlement se faire rabrouer? Est-ce que les Français sont prêts à avoir ce type de démocratie à l'Assemblée nationale? Je pense que oui, même si malheureusement, dans notre démocratie, dans notre régime présidentiel si peu parlementaire, la scène parlementaire est très peu visible des Français. Il n'y a qu'à voir les audiences, les questions d'actualité. Elle n'est pas négligeable, mais c'est un public extrêmement typé, extrêmement spécifique. Est-ce qu'on peut aller vers ça, au fond, avec ces assemblées qui vont être composées de personnages quand même et de personnalités fortes? Il faut changer l'hémicycle. Mais Londres, c'est différent. C'est plus c'est à portée de baffe, comme dirait l'autre. Oui, en tout cas, non, ça peut être peut-être intéressant pour le spectacle, mais les Français ne se situent pas dans ce type de logique. Et puis, il ne faut pas oublier le poids de la monarchie, de la figure et même de la magie présidentielle. Il nous reste assez peu de temps. Est-ce qu'il y a un effacement du Premier ministre en France? Est-ce que Jean Castex a été le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron? Est-ce que celui qui va être nommé sera moins fort alors que les Français réclament un exécutif plus fort? En tout cas, le quinquennat d'un côté, l'hyper-présidence de l'autre, Nicolas Sarkozy n'a rien inventé. Enfin, ses prédécesseurs ont été aussi des hyper-présidents, y compris mon collaborateur. Voilà, il y a un problème d'incarnation, plutôt de positionnement du Premier ministre. Les Français restent quand même attachés à ce couple exécutif. Et Jean Castex, oui, peut-être peu visible, a été plutôt bien perçu par les Français, notamment sur sa gestion du quotidien de la crise Covid. Est-ce que c'est un poste, le Premier ministre en France, qui reste un poste intéressant?
on parle d'enfer. De Matignon. Il y a beaucoup de prétendants. Il faut savoir imaginer un Premier ministre heureux. Il y en a eu quand même, notamment Édouard Philippe, qui est parti de Matignon avec un véritable état de grâce. En tout cas, les Français, je ne pense pas qu'ils seraient favorables à la suppression du poste et à un basculement total vers un régime présidentielle où le président irait devant l'Assemblée à la manière du Premier ministre anglais. On a 30 secondes, un directeur général de l'IFOP heureux. Est-ce que les Français, les sondages, ça marche? Alors, je suis heureux à titre personnel et à titre professionnel. On a des sondages sur vous, d'ailleurs. Les sondages. Mais moi, je suis frappé de voir que deux choses. Les Français répondent aux questions qu'on leur pose et les Français acceptent de participer aux enquêtes d'opinion. Ils sont complètement libre d'accepter ou de refuser. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, qui a été notre invité aujourd'hui dans Face au territoire. Merci Mohamed. Merci Frédéric. Je remercie Vanessa Chaîne, la rédactrice en chef, Pascal Quentin qui coordonne la production de cette émission, Nicolas Renard qui dirige la production de cette chaîne et Véronique Rosenzweig qui est notre réalisatrice. Merci à tous. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau Face au territoire. Au revoir Frédéric Dabi. Au revoir Cyril.